Bienvenue sur ce podcast. Je suis Audrey, ton hôte, maman et femme césarisée et fondatrice de la start-up Wounded Women, le partenaire clé des femmes et de leurs cicatrices, dont la toute première lingerie innovante dédiée aux cicatrices du ventre. Dans ce podcast, nous parlerons donc de cicatrices, de femmes et de parcours inspirants et bien sûr de résilience. Je reçois aussi des experts et des professionnels de santé qui viennent nous partager leurs expériences et leurs conseils. Alors si tu as une cicatrice, qu'elle soit visible ou invisible, que le quotidien n'est pas évident tous les jours, que tu cherches des conseils, des réponses, alors tu es au bon endroit. Si tu veux rencontrer d'autres femmes dans des événements extraordinaires, qui ont la même cicatrice que toi, que tu veux du fun, que tu veux avancer, alors retrouve-nous aussi sur Wounded Women officiel, sur nos réseaux Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et sur notre site internet bien évidemment. Tu pourras aussi retrouver la lingerie www.woundedwomen.fr. Bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois à mon micro un couple. Je reçois Ludivine et Guillaume, que je remercie beaucoup pour leur témoignage, leur courage, et que je remercie encore pour nos échanges au quotidien et d'avoir accepté de bien vouloir témoigner ici de la force du couple pendant la césarienne d'urgence et surtout quand elle est traumatique. Merci à eux de venir expliquer comment ce parcours les a ébranlés dans leur parentalité, dans leur couple et même de manière individuelle. Comment on se remet à deux de cette séparation quand on ne sait pas si l'autre est encore en vie, si le bébé est encore en vie. Comment on accueille son enfant dans ces conditions, surtout quand on est en sortie de confinement l'année 2020, pendant le Covid. Et comment on se remet quand on ne peut pas toucher cette cicatrice et qu'on ne supporte plus de voir son ventre. Comment à deux on devient parent alors que la rencontre n'a pas été celle qu'on aurait voulu. Merci à tous les deux de venir nous donner vos conseils, de partager votre expérience et de poser un peu ici ce que vous retenez au fond de vous, parfois un peu tout bas. Merci infiniment pour votre générosité dans cet épisode et aussi pour vos mots gentils concernant le travail de Wounded Women qui vient combler effectivement ce vide post-opératoire que vous avez tellement bien décrit. Et puis aussi pour la qualité de nos culottes innovantes que je sais vous soulage. Merci à tous les deux, Ludivine et Guillaume, pour votre prise de parole, votre confiance et votre courage. Merci de nous montrer que tout cela peut se surmonter à deux. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle écoute et surtout, envoyez beaucoup d'amour à Ludivine et Guillaume. Belle écoute. Bonjour Ludivine et Guillaume, bienvenue sur le podcast. Bonjour Audrey. Bonjour Audrey. On pourrait même se dire bonsoir. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci beaucoup pour votre confiance. Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour celles et ceux qui nous écoutent, nous dire qui vous êtes? Alors moi c'est Ludivine, j'ai 31 ans et je suis technicienne de laboratoire et on a une petite fille qui va bientôt avoir 3 ans. Et on va vous parler de ma césarienne en urgence, donc cette cicatrice émotionnelle et physique qui m'a marquée et qui me marque toujours. Et donc moi c'est Guillaume, compagnon de Ludivine, qui est une Wounded Woman et qui a fait beaucoup de chemin depuis depuis la naissance de notre fille du coup. Merci beaucoup pour votre confiance. Je sais que c'est toujours un moment difficile. On a longtemps parlé ensemble. C'était la période de confinement, de Covid aussi, qui a alourdi beaucoup aussi votre parcours à tous les deux, même avant quelque part ce qui s'est passé à la naissance. Est-ce qu'on peut un peu revenir là-dessus aussi, dans quel contexte tous les deux vous êtes arrivés au moment de la naissance, tout le mois en fait de suivi de la grossesse, comment ça s'est passé et dans quel contexte vous étiez en fait? Alors du coup je suis tombée enceinte en septembre 2019, donc du coup pas du tout Covid de début. On est arrivé en janvier 2020, on a commencé à parler un petit peu du Covid. Donc Guillaume ne pouvait plus du tout venir aux entretiens avec le gynécologue, au rendez-vous. Donc j'étais vraiment seule. Euh, Ensuite, on a continué à aller, j'ai continué à aller au rendez-vous toute seule. Et ensuite est arrivé le confinement. Et Guillaume étant préparateur en pharmacie, je me suis retrouvée enceinte de 6 mois, seule chez moi, Toute la journée. toute la journée. Mm.
à ne pas pouvoir sortir vu que on était confinés, donc je ne pouvais même pas aller marcher, faire un tour. Voilà, je restais vraiment à la maison. J'allais à mes rendez-vous toujours toute seule aussi. Et puis, enfin, pour l'état d'esprit de l'époque, nous, en pharmacie, c'est vrai on n'en avait aucune connaissance à l'époque sur ce virus. On avait, on savait que ça pouvait être dangereux pour les personnes fragiles ou les femmes enceintes, donc c'était à chaque fois un stress en rentrant à la maison le soir de se dire, bah, est-ce que je risque pas de ramener ce truc à la maison? Est-ce que je risque pas d'interférer avec la grossesse, de causer des problèmes sur notre futur bébé ou sur la maman? C'était une période de stress assez particulière, fait comme beaucoup l'ont vécu. Mm. C'était vraiment... Puis les cours de sage-femme de préparation à l'accouchement qu'on a pu faire, c'était via des tablettes interposées en visioconférence, donc c'était assez. assez compliqué. Parce que oui, en effet, la sage-femme, comme c'était le confinement, et mon premier cours devait se faire à l'époque du confinement, donc on a été sur un écran. On faisait des cours de sophrologie à travers un écran. Pas terrible. Un jour, lors d'une de nos séances, elle a voulu aborder la césarienne. Donc, remise dans son contexte, au début de ma grossesse, j'avais dit à Guillaume un jour, si je suis enceinte, je veux accoucher par césarienne. Je ne veux rien d'autre qu'une césarienne. Le temps a passé, finalement, je ne voulais plus entendre parler de la césarienne. Je ne voulais pas. Je me suis dit, maintenant, on va jusqu'au bout, mais naturellement. Voilà, donc la sage-femme en a vaguement parlé, mais on ne s'est pas étendu sur le sujet, qu'elle a vu que elle a bien vu que ça me bloquait, donc on a passé le sujet. J'ai perdu les os un jeudi soir, toute seule à la maison, parce que on venait de sortir du confinement, mais Guillaume travaillait. Donc j'étais toute seule à la maison. J'ai appelé Guillaume en lui disant que j'avais perdu les os, qu'il fallait qu'il rentre tranquillement à la maison. Donc on est parti à la maternité. On est arrivé, il devait être 20h. Une super sage-femme nous a accueillis. M'a dit d'aller marcher parce que mon col n'était pas tout à fait ouvert, que on avait encore du temps, que si j'arrivais à supporter les contractions, on pouvait y aller comme ça. Donc on a marché pendant 2 heures sur le parking de la maternité, dans le noir. Il faisait très chaud ce soir-là. À un moment, Ouais, non, je voulais te demander, donc vous êtes tous les deux, parce que on est en fin de confinement, donc Guillaume, vous êtes tous les deux. Oui, ils avaient un peu assoupli le protocole, mais il faut savoir que la semaine avant, du coup, enfin les quelques semaines avant, Ludivine avait des problèmes de tension. Et ils avaient envisagé, en fait, le soir où elle a perdu les os, ils avaient envisagé un déclenchement au plus tard la semaine d'après, si jamais notre enfant n'était pas né, à cause des problèmes de tension, du coup. Hmm. Voilà. Et comme le protocole Covid avait été un peu affiné, un peu allégé, on a pu aller tous les deux. Du coup, pour l'accouchement, on a pu être là tous les deux. D'accord. Mais C'est-à-dire que quand vous marchez sur le parking, vous savez que vous pouvez rester tous les deux. C'est pas Ludivine peut après rentrer et toi tu dois rester dehors. c'est ça. on D'accord. sait qu'il peut remonter en chambre avec moi. On avait le droit d'être en chambre et en salle de naissance. Et donc là, à ce moment-là, toi, Ludivine, tu te sens bien, t'as peur, tu te sens du coup plutôt rassurée. Enfin, comment tu te Je sens à ce suis moment-là? rassurée de savoir Guillaume avec moi déjà. Franchement, j'étais, non, j'étais calme. Voilà, c'est l'angoisse de me dire comment ça va se passer. Voilà, là, on va la découvrir. Mais non, j'étais relativement calme et même surprise de moi-même parce que j'ai réussi à supporter les contractions. Oui. Voilà, je pensais pas aller aussi loin. Et ensuite, je suis revenue en chambre parce que là, je commençais vraiment à pas être très très bien et j'ai dit à Guillaume, bah appelle la sage-femme. Donc la sage-femme est revenue, elle m'a donné un ballon, elle m'a dit, bah installez-vous, prenez une douche si vous voulez, faites du ballon. Tant que vous tenez comme ça, on ne pose pas la péridurale. J'ai dit très bien, on y va. Jusqu'à un moment donné où je pense 1 heure après, j'ai appelé en disant je supporte vraiment plus les contractions. Donc on est parti en salle d'accouchement. Et l'anesthésiste est venu poser la péridurale, Bien. la première. Et Guillaume a eu le droit d'assister parce qu'ils ont vu que j'étais terrorisée par la péridurale. Donc il est resté, ils m'ont posé la péridurale, tout s'est très bien passé. Et ensuite, ils sont partis, ils nous ont laissés en nous disant voilà, on laisse le travail se faire. On reviendra vous voir de temps en temps. Donc la sage-femme revenait nous voir de temps en temps, le col bougeait, tout se passait relativement bien. Jusqu'à 6 heures du matin, où là j'ai commencé à avoir des contractions, mais des grosses contractions.
Donc j'ai dit à Guillaume, il faudrait appeler la sage-femme, je me sens vraiment pas bien, c'est pas normal, les contractions reviennent et c'est vraiment très douloureux, c'est pas normal. La sage-femme revient, elle ausculte mon col, elle dit on va vous mettre de l'ocytocine, on va faire tout ce qu'il faut parce que ça fait trop longtemps que votre col il est ouvert, il n'y a rien qui bouge, c'est pas normal. Et qu'est-ce qu'elle te dit Bon, pour la douleur? Parce que te donner de l'ocytocine alors que tu as déjà des grosses contractions, oui. a priori, ça va être encore pire. Donc, elle te dit quoi par rapport à la douleur? Rien, elle m'a dit que ça va passer. Dans un premier temps, elle est venue en chambre effectivement pour mettre de l'ocytocine en disant que ben, du coup, comme le travail se faisait pas assez rapidement et que le col ne bougeait plus depuis un petit Mm. moment, ça commençait à faire long. Donc elle a eu l'injection des antibiotiques ou un peu plus tard dans la nuit. Elle a rajouté l'ocytocine. Sauf que ben, on avait le moniteur de notre fille du coup à côté et Ludivine qui commençait à faire des micro-malaises. Je lui parlais et la seconde d'après, il n'y avait plus personne. Donc au début, je pensais qu'elle s'endormait un petit peu parce que ça faisait un petit moment qu'on était réveillés. Puis bon, c'est éprouvant quand même. J'allais vous demander si vous aviez dormi. Non, vous n'avez pas du tout dormi du coup depuis 20 Non, heures. je pense que dans Somnolé, mais somnolé, on non. n'a pas dormi. C'était Hmm. vraiment, moi, impossible. Avec les contractions que j'avais, c'était vraiment impossible de. Malgré la péri, c'est ça. Ah oui, avec la péri. Et jusqu'au moment où on a eu la rotation des sages-femmes, donc la garde de jour qui est arrivée. Et là, je pense que c'est là où on va dire, le drame a vraiment commencé. Elle est arrivée, elle m'a un peu disputée en disant, Madame, il va falloir vous calmer. Je dis, mais je peux pas me calmer, j'ai vraiment très très mal, je ne supporte plus rien. Je hurlais, mais vraiment, j'avais peur de réveiller tout l'hôpital tellement je hurlais. Et finalement, ils me disent, ah bah il y a peut-être un problème, donc ils reprennent une seringue d'anesthésiant qui m'injecte en direct en se disant, peut-être que la péri fait plus trop Ah. effet, on va y aller en direct. Ils y ont été en direct. Alors, ils ont été en direct sans communication. Ils sont Oui. rentrés dans la chambre, une personne est rentrée dans la chambre sans se présenter, sans présenter exactement quelle fonction elle avait, arrivée Ouais. avec deux seringues au niveau de la poche de la perf et balancer le contenu des deux seringues sans préciser ce que ça pouvait être ou autre. Oui, Donc, avec voilà, des allergies ouais, potentielles, quel est le dossier Pas du tout. voilà, est-ce que antibio, est-ce que antalgique, est-ce que aucune information là-dessus. Et le rythme du bébé continuait de C'est ralentir vrai. et Ludivine continuait de faire des malaises. Donc on a prévenu la sage-femme ou je ne sais qui se présentait. Ils ont fini par faire remonter deux espèces d'anesthésistes Parce qu'en fait, qui avaient l'air de sortir un peu de nulle part, un peu réveillés, mal réveillés, qui ont continué, ça a continué pendant au moins 2 heures. oui, ils m'ont laissé au moins 2 heures comme ça, juste avec une nouvelle, moi, la paire d'anesthésiants qu'ils avaient remplie, En juste disant que ça allait ça passer, allait passer. alors que Ludivine leur signalait bien qu'il y avait un problème et qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi, que les douleurs revenaient et que ce qu'ils avaient injecté, ça ne marchait pas. Ça marchait pas et j'avais l'impression vraiment de planer, de partir à chaque fois que j'avais une contraction, je planais. Ouais, tu Et des micro-syncopes en fait. Oui, c'est c'est ça, ça, j'étais des vraiment chutes de mais, tension. des vraies chutes de tension et j'ai eu plus amnésie parce que je me souviens pas aussi. J'ai vomi aussi parce que il faut savoir que pendant 9 mois, je n'ai fait que vomir. Ah Donc, oui, tu as eu une hyperémèse accouche- gravidique? oui, Oui. Oh là là. j'ai perdu 14 kilos pendant ma grossesse. Donc voilà, le jour de l'accouchement, rebelote, je vomis. Et à un moment donné, la sage-femme revient et me dit, ah, c'est quand même pas normal, on va regarder ce qui se passe. Donc quand même, au bout de 3 heures, elle a réagi au bout de 3 heures. En fait, la péridurale avait bougé. Je n'avais absolument plus de péridurale depuis 3 heures. Donc tout l'anesthésiant qui m'injectait dans ma perf, ça passait en direct, je n'avais plus de péridurale. Donc un anesthésiste est arrivé, m'a reposé la péridurale en jetant Guillaume dehors en lui disant, monsieur, vous pouvez pas être là. Alors qu'à la première, il avait pu rester. Et je me rappelle, ils m'ont mis sur le côté. La sage-femme me tenait les jambes et me tenait le dos. Je hurlais à la mort. Elle me disait, mais madame, il va falloir vous calmer. Et je lui dis, mais je ne peux pas me calmer, c'est juste. Et en fait, ils n'arrivaient pas à reposer la péridurale parce que mes contractions faisaient des plateaux. Donc, elles plafonnaient en hauteur, ne redescendaient pas. Donc, ils ne pouvaient pas poser la péridurale tant que ça ne baissait pas. Donc, ils ont bien mis une bonne demi-heure à me poser la péridurale. Et une fois la péridurale posée, donc il devait être 10 heures quand ils ont posé la péridurale, je pense la deuxième. Ouais. Là, j'ai enfin pu me reposer un petit peu, mais ça a fut de courte durée parce que mon col était à 10, donc il était temps. Donc ils m'ont demandé de pousser, ils m'ont demandé si j'étais apte à pousser, sauf qu'à chaque poussée, je faisais des malaises.
J'avais vraiment plus de force. Je sentais même plus mon corps, en fait. Oui, c'était de l'épuisement. C'était vraiment de l'épuisement, là. C'était d'avoir été pendant 3 heures sans anesthésie, sans rien, je ne Ouais, pouvais et puis plus. plus les heures d'avant où ta péri fonctionnait mal. Donc en fait, Oui, t'as jamais été vraiment soulagée. jamais. En J'ai fait, vraiment... t'as eu tes contractions de travail qui ont sûrement ouvert ton col jusqu'à 10 à la fin, comme un accouchement physio, en fait, je veux dire, sans péri. Enfin, je veux dire, Sans c'est péri, c'est ça que t'as ça. vécu, en fait, hein. Ouais. J'ai vécu jusqu'au bout sans péri, finalement. Moi qui voulais pas de péri, j'en ai eu 2. Ouais. Donc, du coup, on a eu la totale. Ensuite, du coup, la sage-femme est venue, elle m'a dit, donc on continue de pousser, on continue de pousser. Guillaume leur disait, mais elle fait des malaises, ça va pas, elle fait des chutes de tension. La sage-femme disait, non, 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 vous inquiétez pas, tout se passe très bien. Moi, Il était après, un peu échauffé d'avoir été mis dehors à la pause de la deuxième péridurale aussi. voilà. Mm. Et là, on l'entend. Bon, moi, je me rappelle de ça, elle dit, il faut appeler le gynécologue, on a un problème, il faut les spatules. Bon, je me dis, ok. Donc elle me dit, il arrive, il s'installe, il me dit, on va pousser, mais on va vous aider, on va la tirer avec les spatules, votre fille. Bon, on y va. Il essaye une fois, 2 fois, 3 fois. Impossible de la descendre. Elle ne descendait pas du tout et en fait Et- son cœur ralentissait. ouais. Donc il a dit tranquillement au début, on part en code orange, on y va tranquillement. Il m'explique ce qui se passe, il me dit on part en césarienne. Enfin, il a juste dit on part en Voilà. césarienne. Il n'a pas Et en expliqué. 30 secondes top chrono, on a entendu on part en code rouge maintenant. En 30 secondes, tout a changé. Et du coup, on m'a emmené. Mais après, je me souviens pas de grand-chose, à part que Guillaume n'est pas venu avec moi. Je suis partie toute seule, à moitié nue dans le couloir, jusqu'à la salle au bloc. Au bloc, la sage-femme est venue me voir et m'a dit, vous inquiétez pas, votre bébé arrive bientôt, on se dépêche. Très bien. Sauf que comme j'avais 2 doses d'anesthésion, ben, ma césarienne, je m'en souviens pas. C'est comme si j'avais été anesthésiée en général parce que je ne me souviens pas de ma césarienne. La seule chose que je me rappelle, c'est que je tremblais vraiment de froid, j'étais frigorifiée. Et que quand ils m'ont sorti mon bébé, ils m'ont dit, vous avez un beau petit bébé, alors qu'on m'avait annoncé un gros bébé. Donc, c'est la seule phrase que je me souviens de ma césarienne. Et j'ai dit, pourquoi mon bébé pleure pas? Voilà, c'est tout ce que je me souviens de ma césarienne. Et qu'il parlait de son match de tennis en me recousant. Voilà. Ouais. Je- Pour moi, la césarienne, j'ai pas eu de douleur, j'ai rien eu, mais voilà. Et quand la césarienne a terminé, ils m'ont dit, Madame, on va vous emmener dans une chambre pour vous réveiller et on vous emmènera votre fille. Très bien. En attendant, je ne savais toujours pas si elle était vivante ou morte, vu qu'elle ne pleurait pas. Et tu l'as pas vu? Ils te l'ont présenté? Non, absolument pas. Je n'ai pas vu ma fille tout de suite. Je suis partie dans une chambre. Je ne sais même pas si c'était une chambre de réveil ou c'était une chambre avec plein de bureaux. Et, euh, et je leur ai dit, mais j'ai vraiment très froid. J'avais comme si on m'avait plongé dans des glaçons. Donc du coup, ils ont dû me mettre des couvertures et me mettre, ça c'est assez marrant, le tuyau de la clim en chauffage sous les couvertures pour me réchauffer pendant au moins, je pense, 2 bonnes heures. Donc pendant ces 2 bonnes heures, on m'a dit, on vous emmène votre fille, on vous emmène votre fille. Je n'ai pas vu ma fille pendant 2 heures. Donc je ne savais pas si elle était vivante ou morte. Et à chaque fois que la porte s'ouvrait, parce ils m'avaient mis le lit en face d'une porte, je voyais la porte s'ouvrir, une sage-femme rentrer, regarder si j'allais bien et repartir. Mais moi, la seule chose que je voulais, c'est que cette porte s'ouvre avec ma fille et mon mari derrière. Bah oui, Mais il bien, n'y avait pas. bah oui, bien sûr. Et toi, à ce moment-là, t'es un peu plus éveillé, t'es plus trop dans le brouillard, donc tu vis ça vraiment de manière intense, ou t'as des moments aussi où tu perds un peu conscience, où t'es un peu flou, à cause de l'anesthésie, je veux dire. Non, franchement, je pense que je me suis réveillée très vite parce que j'avais qu'une envie, c'était vraiment de voir ma fille et de savoir comment elle allait parce que personne me donnait des nouvelles. Ouais. Et j'étais toute seule dans cette chambre, j'avais vraiment personne qui me surveillait à part de temps en temps la sage-femme qui passait la tête. J'avais vraiment personne avec moi. Hmm. Jusqu'au moment où, par contre, si, il y a la sage-femme qui est venue qui m'a dit, je vais vous sonder parce que vous avez eu une césarienne. Et là, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais une césarienne parce qu'elle m'a sondée et elle a regardé ma cicatrice. Et là, j'ai réalisé, j'ai failli pleurer et je me suis dit, ah, mais en fait, t'as pas vraiment accouché, on t'a ouvert le ventre et on t'a sorti ton bébé. Voilà, Hmm. En étant toujours toute seule, quoi. donc, toujours toute seule. Et au bout de 2 heures et demie, du coup, il y a Guillaume qui arrive avec notre fille.
Et là, j'ai pas vraiment apprécié le moment tout de suite parce que du coup, il me dit, bah tiens, prends-la. Je l'ai prise sur moi, mais j'avais toujours aussi froid. Et j'avais ce petit tête qui me regardait avec ses deux gros yeux, genre, mais t'es qui? Et je me suis dit, en fait, la première personne qu'elle a vue, c'est ni son papa, ni sa maman, finalement. Elle a vu des gens comme ça. Et moi, je sais qu'à ce moment-là, personnellement, Guillaume sait pas me dire ce qui s'est passé avec notre fille. La sage-femme n'a jamais su m'expliquer ce qui s'était passé non plus lors de la césarienne, alors que c'était la seule chose que je voulais savoir à ce moment-là. Pourquoi elle n'avait pas respiré et est-ce qu'il lui avait prodigué des soins parce qu'il y avait eu un souci. Donc on n'a rien eu du tout. Et je pense que... Mm. Je vais faire une pause. Vas-y, vas-y, vas-y. Et toi, du coup, Guillaume, jusqu'à ce moment-là, comment ça s'est passé pour toi, du coup? Parce qu'ils t'ont mis dehors à un moment de la pause de la deuxième péri, puis après, ça a été le rien. Donc, comment ça s'est passé pour toi? Sinon, après la pause de la deuxième péri, bon, avant d'être mis dehors, j'ai essayé d'argumenter que j'avais été là à la première, que du coup j'avais pu soutenir le divine, que ça s'était bien passé. L'anesthésiste n'a rien voulu entendre, m'a mis dehors, donc je fulminais à l'extérieur en regardant à travers les persiennes que du coup ils essayaient plus ou moins de l'immobiliser pour pouvoir la reposer alors que les contractions étaient présentes. Mais j'ai pu retourner en chambre avec elle, donc ben, assister aux spatules, à ma compagne qui faisait des micro-malaises, des chutes de tension, et d'un seul coup, tout le monde s'agitait, de sortir de la pièce et me retrouver dans une pièce totalement vide, avec une satanée pendule accrochée au mur, et sans nouvelles pendant un temps qui m'a paru une éternité. Donc la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est en sanglots, de désespoir, d'appeler mes parents, demandant est-ce qu'il fallait que je prévienne mes beaux-parents, est-ce que je devais leur dire qu'il y avait eu un problème, que peut-être que ma compagne était restée sur la table, que j'avais eu aucune nouvelle pendant au moins 2 bonnes heures. Puis on m'a amené une pile de vêtements chirurgicaux là, très saillants et très sympathiques à mettre. Et après, à nouveau, plus rien, pas de nouvelles. Je ne savais pas si ma fille allait bien, je ne savais pas si ma femme allait bien. Donc, super, la communication. Et on est venu me chercher, on m'a amené à travers un couloir, toujours sans me dire si ma compagne allait bien ou pas, pour m'emmener dans une pièce où il y avait un petit être sur une balance. Donc c'était la première rencontre avec ma fille, donc un petit bébé tout fragile j'ai pas osé toucher du doigt au début. Après, du coup, on a pu faire quand même du pot à pot, mais toujours sans nouvelles de la maman. Et je ne savais pas ce qu'elle savait de nous non plus. Et je me suis retrouvé donc assis dans cette petite salle avec une couverture chauffante et Erin contre moi. Et, euh, et plus rien, plus de nouvelles pendant 1 heure et demie, une bonne heure. Donc pas de nouvelles de la maman, je ne savais pas si elle était en vie ni ce qui s'était passé, jusqu'à ce qu'ils me disent on va aller voir votre femme. Donc Et là, en fait, tu vois, c'est nous qui sommes de l'autre côté, ça paraît enfin, aberrant, c'est-à-dire qu'il y a un personnel soignant qui est avec toi et le bébé, mais qui n'a pas un mot pour te dire euh, où en est ta femme, et toi, bon, j'imagine que tu es complètement esselé, donc, enfin, et puis accablé, donc j'imagine que tu n'as pas la force de lui demander, mais le personnel soignant qui est avec toi à ce moment-là te parle pas du tout de Ludivine. non, j'ai pas su ce qui s'était passé. Et puis pareil pour ma fille, j'aurais été à la poste retirer un colis, c'était la même chose. On me l'a présenté sans plus de détails, tout ça. Il y a eu des détails après, bien sûr, mais j'ai pas su tout de suite le poids, j'ai pas su tout de suite la taille, ni ce qui s'était passé pour elle, ni pourquoi ils étaient partis en césarienne et autres. Après, on a su qu'elle avait été aspirée parce qu'elle avait avalé du liquide, aspirée plusieurs fois même. Du méconium, même. Oui, aussi. Mm. Et du coup, et après, ils nous ont emmenés dans la salle, un mélange entre salle et bureau où était le divine avec sa chaufferie pour essayer Ok. de remonter la température. Et puis après, on a pu se Et découvrir un petit moment tous les trois. Mais tu parles de la satanée pendule parce que je sais que ça t'a marqué de voir ce temps qui passe et qui a l'air de durer 3 jours. T'arrives quand même à profiter un peu de ce moment avec ta fille où en fait t'es tellement inquiet que enfin, t'es pas là en fait, tu profites pas quoi. ah non, bah, enfin, j'ai profité quand même, parce que c'est bête à dire, mais vers les derniers mois de grossesse, il y a un film
de Disney qui faisait beaucoup bouger ma fille dans le ventre, du coup. Et une chanson en particulier, et donc du coup, on a chantonné un petit peu. Je lui ai raconté un peu enfin, ce qu'on avait fait, qui c'est qui nous attendait, parce que du coup, on a des proches qui est arrivé à la maison, du coup, parce qu'on savait qu'avec le Covid, on n'aurait pas le droit à des visites. Mais non, enfin, j'ai profité quand même, mais je me suis retrouvé quand même un peu seul parce que du coup, les professionnels qui étaient là passaient une fois de temps en temps. À un moment donné, ma fille glissait, enfin, je savais pas comment la remonter pour qu'elle ressorte un peu des couvertures. On était quand même un petit peu laissé dans notre coin, mais on a pu profiter quand même. D'accord. Bah, Et puis à ce moment-là, c'était la seule personne vivante que je savais exister. Parce que j'avais pas de nouvelles de Ludivine. C'était peut-être la seule personne qui repartirait avec moi de l'hôpital, quoi. Du coup, c'est ce que je me suis dit à un moment donné. quelle angoisse. Et comment ça se passe quand ils te proposent justement de venir voir Ludivine? Voilà, j'imagine que t'as un coup au cœur, quoi. Tu dois être super Là, c'est à pressé. nouveau un peu les larmes, parce que, bon, soulagement aussi de savoir que, bah, il y a quand même quelqu'un à aller. Et du coup, on a pu se retrouver tous les trois, on a pu faire notre première rencontre à trois, du coup, et c'est moi qui ai pu présenter notre fille à Ludivine. Sur la sage-femme, au moment où Guillaume est arrivé, la sage-femme m'a demandé Voulez-vous faire la tétée de bienvenue? Chose que j'avais dit oui, je veux absolument. Et finalement, bah, j'étais tellement fatiguée, bah, j'ai refusé de la faire. J'ai dit non, je me sens pas capable de faire ça. Donc, du coup, ils ont été chercher un biberon et finalement, on est parti sur le biberon parce que j'étais incapable de l'allaiter. Oui, mais tu veux dire là, à ce moment-là, mais après, en chambre, t'aurais pu. Ouais, mais je me sentais pas capable de le faire. D'accord. Non, non, mais J'étais ok. Bah, incapable. je trouve que ça part. Je le voulais. Je voulais essayer, mais j'étais incapable. J'étais vraiment fatiguée. Et je me suis dit, je me voyais pas repartir dans ça si jamais ça marchait pas. Non. Ok, Du ok. coup, j'ai dit, bon, j'abandonne mon idée. Ouais, on a la perte des os entre 17 et 18. Notre fille est née vers 11h, 11h51. Et on est remonté en chambre. Il devait être passé, 16h, ouais, passé 16h, 17h. Ouais, presque 24 heures, quoi. presque Voilà, 24 heures. en ayant Dormir sans manger. somnolé assis, plus que bon, avec le stress qui est un peu épuisant à Ouais. force. Mais c'est vrai que la césarienne a un peu chamboulé tout ce qu'on avait imaginé. Ah, dans les films, c'est toujours tout beau, tout rose. Dans les bouquins, ça se passe toujours bien. Et, c'est vrai que les cours de préparation avec la sage-femme, c'est pas un sujet qu'on a beaucoup abordé non plus. Donc, on savait pas forcément à quoi s'attendre. Oui, parce que même si Ludivine, tu voulais pas en parler, elle aurait pu te dire, écoutez, je veux quand même vous prévenir que si ça doit se passer, en plus on est en période de Covid, confinement, voilà ce qui peut se passer. Enfin, elle aurait pu, pas te forcer, mais elle aurait pu te donner quelques précautions, quelques infos, ou tout simplement un truc écrit, tu vois, que vous auriez lu plus tard, à un autre moment. Guillaume, il aurait pu le lire, si toi t'étais pas prête, ça vous aurait donné quelques infos. Et du coup, vous remontez en chambre tous les trois, et là, vous faites, ah, Mais en parlant de donner un document que l'un ou l'autre aurait pu lire, un truc, enfin, quelque chose qui est frustrant, c'est que tout le système de santé s'adresse uniquement à la maman. ouais, Tous c'est les vrai. courriers de santé, les prévisions de rendez-vous médicaux pour les enfants, tout ça, c'est toujours adressé à la maman. Il n'y a jamais de place pour le coparent dans le système. Enfin, c'est toujours adressé oui, à la mère, et jamais aux coparents ou... Oui, ça pourrait t'adresser à la famille, quoi. Oui, Oui. Certaines choses. Ouais, ouais. Non, mais je vois bien ce que tu veux dire. c'était une Euh, petite aparté, mais oui, mais c'est important pour ton vécu parce qu'en fait, finalement, toi, tu t'es senti dépouillé depuis le départ, quoi, de ton rôle de parent, enfin, de bah, parent et de conjoint auprès de Ludivine, puisque tu pouvais pas assister au rendez-vous. Après là, tu n'assistes pas à l'accouchement. il Pour y a toi, une première partie où j'ai pu assister enfin, j'ai pu assister à tous les rendez-vous jusqu'à ce que tombe ce fameux Covid. Et oui, j'étais entre guillemets un petit peu fier de me dire, bah, pour mon premier enfant, pour ma fille, j'aurais pu être présent enfin, du moment où on a découvert la grossesse, jusqu'au bout, quoi, de voir les échographies, de pouvoir être présent à chaque fois et d'être là pour elle à chaque fois pour des moments qui étaient importants, tant pour la maman que pour ma fille. Et finalement, le Covid, bah, tranché, a mis un coup d'arrêt à tout ça. Parce que finalement, tous les derniers examens qui étaient, quand je m'étais dit, je serai présent à chaque étape et je veux être présent à chaque étape parce que
c'était ma vision des choses et que je voulais que tout le parcours soit fait à deux. Et finalement, le Covid a mis un coup d'arrêt à ça. Et le départ en césarienne, plus des professionnels de santé sûrement aussi perturbés, chamboulés et en manque d'effectifs, mais juste un minimum de communication en disant bah, qu'est-ce qui se passe et comment va l'autre personne qu'on a accompagnée. Dire on rentrait à deux à l'hôpital, on était censé ressortir à trois, et pendant une longue période, bah, je ne savais pas si on repartirait à deux, si on repartirait à trois. Enfin, et on est resté un moment sans information. Une fois monté en chambre, ça n'a pas été mieux parce que au final, les visites se terminaient vers 18h. 18h. Donc à 18h, j'ai été mis dehors. Alors que dans le dossier qu'on nous a proposé et quand on en avait parlé avec la sage-femme pour les préparations des cours à l'accouchement, il y avait possibilité de demander à rester au minimum une nuit à la maternité. Donc après, j'ai eu la chance que ma belle famille, qui était pas loin, m'attendait à la maison. Donc je me suis pas retrouvé seul à la maison. Mais, Mais mais la première nuit, j'ai pas pu être là. moi, je me suis retrouvée vraiment seule. Par contre, ils m'ont laissée avec Erin dans la chambre. Très bien, j'étais heureuse d'avoir ma fille à côté de moi, sauf que je ne pouvais pas m'en occuper parce que j'avais cette césarienne. J'étais clouée au lit avec une sonde. Et ils m'ont dit, vous nous appelez toutes les 3 heures, on vous la donnera pour vous lui donner le biberon. Donc la première nuit, je n'ai même pas pu m'occuper moi-même de ma fille, lui changer la couche, rien. J'étais couchée à côté d'elle dans un lit. Et à un moment dans la nuit, je leur ai demandé si je pouvais la mettre avec moi dans mon lit pour pouvoir au moins profiter un petit peu d'elle, pas juste je la regarde à travers le berceau. Donc ils ont accepté de la mettre dans le lit avec moi. Pendant au moins entre les deux biberons, j'ai eu le droit de l'avoir avec moi pour, euh, pour pouvoir en profiter un petit peu. Et le lendemain matin, la sage-femme qui s'est occupée de nous le jeudi soir quand on est arrivé est venue et m'a dit bah, je vais vous enlever la sonde et on va se lever. Donc il devait être 9h, sachant que j'ai eu ma césarienne la veille à midi. Donc je me dis, dans ma tête, moi c'était assez tôt, mais tant mieux, je vais enfin pouvoir m'occuper de ma fille. C'était la délivrance. Et j'ai pas pu revenir à l'hôpital avant 10h30 parce que les Mm. visites commençaient pas avant. Voilà, donc Et j'étais en- toute seule à me relever avec la sage-femme. Donc elle m'a relevée, elle m'a dit, vous voulez aller aux toilettes, vous voulez aller marcher, vous voulez prendre une douche. Bah, moi je voulais juste prendre une douche, mais j'ai dit, je vais pas laisser ma fille toute seule dans la chambre. Donc elle m'a levée, elle m'a dit, ça va, je lui ai dit oui, oui. Même si j'avais extrêmement mal, je lui ai dit oui, oui, ça va. Ça allait. Non, non, ça allait. Et quand Guillaume est arrivé, je lui ai dit, est-ce que tu peux surveiller la petite s'il faut que j'aille prendre une douche? J'avais vraiment besoin de prendre une douche. Et là, j'ai eu le malheur de toucher ma cicatrice. Et là, ça a été vraiment un cri, mais de désespoir, genre, quelle est cette horreur sur moi? Je ne veux absolument pas la voir. Donc, Guillaume m'a dit, il est venu la voir, il m'a dit, mais non, elle est très belle. T'inquiète pas, ça se verra plus, on fera tout ce qu'il faut pour pas que ça se voit. Je lui ai dit, de toute façon, je ne la toucherai pas, je ne veux pas la voir. Donc, je n'ai aucune photo de cette cicatrice et je ne veux pas en avoir. Il n'y a aucune trace. Voilà, je veux pas. Et ensuite, du coup, on a passé toute la journée ensemble dans la chambre, tranquillement. Mais t'as pu prendre ta Voilà. douche quand même? J'ai pu prendre ma douche. J'ai terminé ma douche tranquillement. J'ai pu me remettre. Il faisait très chaud. C'est une période où il a fait très très chaud, donc on n'avait pas de clim dans la chambre à cause du Covid. à cause du Covid. Donc du coup, j'appréciais vraiment de prendre des douches. Donc j'étais contente de pouvoir me lever et prendre ma douche. Guillaume s'en va le soir à 18h. La sage-femme vient me voir et elle me dit, il faut qu'on fasse un test sur votre fille. Donc là, Un test de quoi? parce que elle était jaune, mais on s'en était pas rendu compte. Parce que nous, on la voyait tout le temps, donc on s'en est pas rendu compte. Et ça, après, c'est vrai qu'en regardant là-bas, forcément, Oui, les le premier photos. jour, on a mitraillé les photos. C'est vrai qu'en regardant les photos, bah, effectivement, elle était jaune. Mais à ce moment-là, moi, je reçois, du coup, j'étais à la maison. Je reçois un message de Ludivine qui me dit bah, ils ont emmené Erin, ils nous emmènent, mais sur le coup, ils n'avaient pas vraiment expliqué pourquoi, ni expliqué que finalement, la jaunisse, c'est rien de grave. Et moi, j'étais à distance, je savais que c'était pas grave parce que du coup, c'est des choses qu'on apprend, mais Ludivine ne savait pas et ne voulait pas écouter ce que je lui disais et était paniquée à l'idée du traitement qu'elle allait avoir Erin, quoi. Parce qu'en fait, attends, elle vient faire un test et il te l'emmène elle toute seule, sans toi? Au début, elle voulait l'emmener sans moi. Et je lui dis non, non, je viens. Elle me dit, mais vous pouvez marcher? Je dis, je marcherai jusqu'à où il faut, mais je viens avec vous.
Donc, je me revois marcher dans les couloirs de la maternité, appuyée sur le berceau, pliée en deux, mais j'ai été jusqu'au service de néonat avec ma fille parce qu'il était hors de question qu'elle parte sans moi de la chambre. Donc, j'ai été jusqu'à l'unité Koala, ce qu'ils appellent l'unité Koala. Et là, j'ai découvert cette merveilleuse machine qu'on appelle les UV pour les enfants. Et donc, j'avais ma petite abeille, du coup. Ils m'ont laissé. J'ai pas eu le droit de rester, par contre, pendant la séance de 3 heures. Donc, j'ai dû retourner en chambre sans ma fille, mais je savais qu'elle était en trop bonne main parce qu'elle était en unité néonate et j'avais un peu plus confiance en la néonate que la sage-femme avec qui j'avais discuté toute la journée parce qu'elle était pas. Franchement, elle était vraiment très méchante. Moi, je l'ai trouvée très méchante, Oui. celle qu'on Après, avait. la personne de la néonate qu'on a eue nous a présenté Erin, nous a demandé si on avait eu des informations. Mhm. On a dit non. Elle nous a dit, bah attendez, on a un petit peu de temps, c'est calme ce matin. Matin. On va reprendre tout de zéro. On a fait un bain emmailloté avec elle. Donc on a vu Erin se détendre, sourire et tout. Et alors, si jamais elle écoute ce podcast, c'est vrai que c'était une professionnelle, mais exemplaire et passionnée. Elle a été d'une gentillesse et d'une douceur, et c'était à chaque fois qu'elle venait nous voir, c'était le rayon de soleil de notre journée. C'est vrai que les autres étaient un peu plus Voilà. gris. Elle était un peu plus écrit, donc Parce c'était. qu'en fait, elle est retournée plusieurs fois, c'est ça? Elle Oui, a, elle a elle fait a le test fait. d'audition. Elle est revenue nous voir après pour le test d'audition aussi obligatoire. Mais en néonat, en fait, du coup, dès qu'on a su qu'Erin avait la jaunisse, on est passé en unité néonate jusqu'à la fin du séjour. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça Voilà, que on c'est n'est elle pas. qui s'est occupée de vous. Oui, c'est elle qui s'est occupée de nous. Et du moment où on est passé avec cette sage-femme, moi, j'avais l'impression d'être beaucoup plus détendue quand elle venait la journée, parce que voilà, je savais que si on avait des questions à poser, elle nous répondrait sans forcément nous envoyer paître. Hmm. Donc ça, c'était le samedi soir, du coup, qu'on s'est rendu compte qu'elle avait la jaunisse. Le dimanche, du coup, on a demandé un petit peu, parce que du coup, la sage-femme qu'on a eue avant l'accouchement est revenue. Donc elle m'a dit, ah, vous savez, toutes les sages-femmes du service et tout vous trouvent que vous êtes super forte. Elles vous voient marcher comme ça, comme si vous avez jamais eu de césarienne. Parce que bah, je faisais les allers-retours en néonate pour voir Irine, pour l'emmener faire les soins, comme si de rien n'était. Warrior. Euh, et elle revient, et le soir, du coup, bah, Guillaume repart. Et dans la nuit de dimanche à lundi, Erin n'arrêtait pas de régurgiter. C'était vraiment, et c'était très glaireux ce qu'elle régurgitait. Donc j'ai demandé, j'ai appelé en disant, bah, elle régurgite, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que la sage-femme m'a expliqué, ah, votre fille, en fait, elle avait 3 fois le cordon autour du cou, 2 ou 3 fois, je ne sais plus, et elle a un RGO en fait. Donc elle faisait que. Mais du coup, moi, je comprenais pas ce qui se passait, vu qu'on m'avait même pas expliqué ce qui s'était passé après la césarienne. Bien sûr. Enfin, pourquoi elle respirait pas. Après, Donc, le RGO a pas été. Enfin, c'est pas un mot qui a été prononcé tout de suite. non, mais Ils ont dit que c'était possible et ça a duré 3, 4, 5. Ouais, ça a ouais. duré. Enfin, Moi, on a essayé de prévoir une pédiatre de ville pour gérer ce problème, mais bon, c'était ça a été très long. assez long. Et Ouais. trouver l'équilibre entre le lait et compagnie, Donc, c'était. ouais. Donc, Ah oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait, eux, ils t'ont parlé d'un reflux mécanique tout de suite, parce qu'en tout de fait, suite. voilà, mécaniquement, elle avait beaucoup, beaucoup de reflux, mais ils vous ont dit tout de suite que potentiellement ça durerait. C'est ça que tu veux dire? Oui, bah, au début, ils nous ont dit, vous inquiétez pas, dans le premier mois, ça peut être normal. Oui, c'est ça. Donc, nous, voilà, on s'est pas forcément inquiété. Sauf qu'au bout de 2, 3 mois, on s'est quand même un peu plus inquiété en se disant, c'est pas normal. Elle perdait du poids en plus au début, parce que bah, Oui. forcément, elle perdait du poids. Et, et la pédiatre nous a dit, non, non, elle a un RGO. Et du coup, on a été sous traitement au moins 6 mois. Ouais, non, Mm. mais c'est bien que la pédiatre, elle vous ait suivi, parce que tu vois, moi, dans mon cas, elle me disait que non. Donc, en fait, on a mis beaucoup de temps avant de pouvoir le soulager. Oui. Et le rapport césarienne-RGO, c'est compliqué parce que tu peux avoir des RGO mécaniques ou d'origine allergique. On sait qu'ils n'ont pas un super microbiote parce qu'ils prennent le microbiote du bloc. Mm. Mais tu as quand même une grosse partie d'enfants qui naissent en césarienne qui ont des RGO. Euh, et, euh, et ça, c'est vrai que enfin, c'est pas évident d'avoir des données là-dessus, mais en fait, tu t'en rends compte dans la masse quand tu discutes avec les pros de santé ou les parents, que en fait, ben, c'est une corrélation quand même assez fréquente. Et, comment ça se passe du coup la fin du séjour en néonat avant de rentrer à la maison? Et ben, ça se passe relativement bien, sauf dans la nuit du coup du dimanche au lundi où bah, elle nous explique ça.
J'ai réussi enfin à dormir correctement sans douleur parce que du coup, ils me shootent avec des médicaments, donc Ouais. bien contente. Erin dort super bien, j'arrive à dormir. Une sage-femme rentre, je pense qu'il devait être 4 heures du matin dans la chambre, me réveille et me regarde et me dit: Ah, je me suis trompée de chambre et ressort. Donc là, j'étais très contente. J'envoie un message, je me revois envoyer un message à Guillaume en lui disant: C'est vraiment des connes. Mais vraiment, littéralement, c'est vraiment ce que j'ai dit parce que j'étais là, je me dis: Mais pourquoi elle ne regarde pas le nom sur la chambre ou tout ça? Elle aurait pu elle m'a réveillée moi, elle aurait pu réveiller la petite, alors que pour une fois, depuis que j'avais eu Erin, je dormais. J'étais Ouais. vraiment soulagée, je dormais bien. Le dimanche, le lundi, ça s'est très bien passé. Et le mardi, ils nous disent votre fille peut sortir de la maternité. Nous, très contents, on se dit: Ah, c'est génial, Erin peut sortir. Et on me dit: Oui, mais pas vous. Donc, du coup, je les regarde très étonnés. Je leur dis: Pourquoi pas moi? Parce que vous, c'est demain, vous avez une césarienne, donc vous devez rester un jour de plus. Hein. Alors, je leur dis: Il est hors de question que ma fille sorte sans moi de la maternité. C'est soit avec moi, soit on repart demain. Alors que tu marchais et que tu n'avais aucune pathologie particulière. Tu n'avais Non, pas aucune. d'opération, tu n'avais rien du tout. Rien du tout. Du coup, je pouvais très bien sortir. Moi, je me sentais capable de rentrer chez moi, vu que dans la chambre, je marchais, je prenais ma douche, je m'occupais d'Erin. Franchement, je faisais ma vie comme si de rien n'était, hein. J'étais Donc là, vraiment. c'était un non protocolaire, quoi. Ah oui, c'est ça, c'était non. Et, euh, et la sage-femme vient me voir et me dit: Oui, apparemment, vous avez demandé à voir un psychologue. La psychologue veut vous voir avant de sortir. Parce que c'est vrai que j'avais demandé à voir une psychologue. Parce que 2 semaines avant d'accoucher, j'ai perdu mon grand-père. Donc pendant le confinement, donc je n'ai pas pu voir aller à l'enterrement. Hmm. Mon grand-père qui se réjouissait d'avoir une arrière-petite-fille, bon, bref. Et du coup, la psychologue vient, discute avec moi, je lui explique un petit peu. Elle me dit: Ah oui, bon, bah c'est pas grave, vous inquiétez pas. Et là, elle emblaye sur: Il faudrait reprendre un moyen de contraception. La psy qui te parle de ça? Oui, la psy qui me parle de ça. Et je l'ai regardée, je lui dis: Mais c'est pas pour ça que je vous ai demandé de venir, en fait. Moi, je veux juste qu'on parle de ça pour peut-être pouvoir avancer, parce qu'entre le décès, le Covid et la césarienne, là, ça va pas. Ça fait trop à encaisser pour moi, j'y arrive pas. Et elle me dit: Mais non, vous inquiétez pas, moi, je donne mon aval pour que vous sortiez si vous reprenez une contraception. Hein? Et là, elle me propose une pilule que je ne voulais absolument plus. J'ai dit: Il est hors de question que je reprenne cette pilule. Mais attends, Elle j'ai me dit: jamais Bah, vous faites entendu bien ça. comme vous voulez, mais moi, je vous fais l'ordonnance. Je dis: Bah, de toute façon, je la reprendrai pas. Donc, vous faites ce que vous voulez. Incroyable. Trop Et bien. du coup, je signe le papier d'autorisation pour sortir. Il devait être 4 heures, je pense. Ouais, 16 heures. Quand on est sorti de la maternité, il était 16 heures. Parce que j'ai passé toute la journée à me battre pour dire: Je suis apte. Et j'ai appelé ma sage-femme en lui disant: Est-ce que vous pouvez passer mercredi à la maison, s'il vous plaît, pour que je sorte de la maternité? C'était la condition pour que je sorte, il fallait que ma Ah ouais, sage-femme passe le lendemain. ouais. Donc, elle est passée le lendemain à la maison, voir si tout allait bien. Et là, quand elle est arrivée, je me suis effondrée devant elle. Mais vraiment. Je me suis effondrée, elle m'a dit: Alors, comment ça s'est passé? Et quand je lui ai raconté, on va dire, dans les grandes lignes ce qui s'était passé, elle m'a dit: Oh non. Et ah si. Tout ce qu'on voulait, moi, tout ce que moi je ne voulais pas, j'ai tout eu. J'ai eu vraiment la totale, la péridurale 2 fois, la césarienne. Et là, elle regarde ma cicatrice, elle me dit: Ah, mais elle est belle, mais il manquerait peut-être 1 ou 2 points quand même. Regarde. Moi, agrafes, parce que j'avais des agrafes. J'avais quand même 17 agrafes et elle me dit qu'il aurait fallu encore 2 ou 3 agrafes. C'est vrai qu'il y a Mm, des endroits de la cicatrice qui étaient assez béants. Un petit peu oui. inquiétant, mais du coup, comme Ludivine ne voulait pas la regarder, voilà, j'ai positivé et essayé d'enjoliver un peu la réalité parce que c'était un signe physique de la césarienne qui était très traumatisant à l'époque. Mm. Tu veux dire un signe physique, c'est-à-dire toi, tu veux dire que le signe physique de la cicatrice était dur pour Ludivine, Oui, donc tu lui donnais pas de détails, c'est ça que tu veux dire. Mais toi, tu c'est ça. voyais bien que c'était les berges n'étaient pas bien refermées, n'étaient Ah pas. bah, moi, j'avais peur que ça se. Bah, du coup, je suis préparateur Ah oui. de métier et j'avais peur, moi, que ça se réinfecte parce que c'était comme l'avait dit la sage-femme, effectivement, 2, 3 agrafes en plus, ça aurait pas été du luxe. Et D'accord. parce que du coup, à la maison, Ludivine, bah, moi, j'ai dû reprendre le travail parce que je pouvais pas prendre mon congé paternité tout de suite. Et puis, les jours de naissance, ben, c'est pas. Voilà, la législation est faite qu'on retourne rapidement au travail, qu'on peut pas rester à aider et soutenir notre conjointe dans ces moments-là. Oui, parce Et que vu les tout ce qu'elle 28 faisait jours, à la maison.
Les Pardon? 28 jours, c'était en C'est 2000. passé juste après. C'est C'est passé juste passé après. 2 mois après, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est pas de chance. Ouais. Et c'est vrai que de devoir retourner ben, au travail et au quotidien, en sachant que ben, ma compagne était à la maison avec un enfant à s'occuper, avec une cicatrice qu'elle ne voulait pas voir, des douleurs qui commençaient à revenir petit à petit. Moi, j'avais peur que la cicatrice se rouvre sur un effort ou autre parce qu'elle était vraiment pas bien fermée. Donc, c'était une période pleine d'inquiétude. Parce que ça s'est passé comment la cicatrisation? Alors, moi, je sais quand même que vous avez fait un travail tous les deux qui est quand même super et on va en parler, mais justement, ça s'est passé comment? Quand est-ce qu'on t'a retiré tes agrafes? Parce que ta sage-femme t'as fait le Prado, donc elle est revenue te voir plusieurs fois. T'es Oui. retourné voir à l'hôpital pour tes agrafes ou c'est ta sage-femme qui te les a retirées? Non, c'est une infirmière à domicile qui devait venir parce que j'avais des injections aussi pour les phlébites, donc elle venait à domicile. D'accord. Je pense que les premières agrafes, au bout d'une semaine, elle me les a enlevées. Et celles qui étaient vraiment, comme dit Guillaume, pas très très belles, on a attendu bien 2 semaines et demie. Ah ouais, Mais le Ouais, problème, c'est que ça avait commencé à cicatriser sur les agrafes parce qu'elle, elle avait peur aussi que ça bouge, donc elle a dit on les laisse. Donc, je pense bien 2 semaines et demie, je suis restée avec des agrafes. elle est venue 2 fois voir la cicatrice et à chaque fois, elle Euh, disait ouais, on va attendre quand même un petit ouais. peu parce que moi, j'avais peur qu'en les enlevant, ça se rouvre parce que c'était encore un petit peu béant, quoi. À certains endroits, Et, c'était. ouais, et parce qu'en fait, à ce moment-là, du fait du confinement et tout, toi à domicile, tu es toute seule, Ludivine, t'as pas d'aide, donc Oui. forcément, tu fais forcément des efforts. Oui. Ça te faisait mal? Comment tu vivais ça? Alors, j'avais pas spécialement mal en fait, parce que je prenais, moi, voilà, il m'avait dit de prendre des cachets à heure fixe, donc je prenais mes cachets. J'avais pas spécialement mal. Moi, en tout cas, je m'en plaignais pas plus que ça. D'accord. Et voilà. La seule chose, c'est qu'on avait des escaliers dans la maison où on habitait, donc c'était compliqué parce que la chambre était à l'étage, la salle de bain était à l'étage, tout était à l'étage. Ah ouais, Et la seule pièce où il faisait frais, c'était en bas, dans le salon, vu qu'il faisait chaud. Donc du coup, j'attendais pour vraiment monter à l'étage, prendre la douche de la petite, j'attendais vraiment que Guillaume rentre pour pouvoir la prendre dans ses bras pour lui, qu'il puisse monter les escaliers sans que moi je l'ai dans les bras, ouais, bien au sûr. cas où dans les escaliers. Mais sinon, Ouais, non, bien je, sûr. je faisais vraiment tout toute seule avec la petite dans la maison. Oui, donc tu Il y a avais eu ma maman qui est venue 2, 3 jours à la maison, mais après, elle a dû reprendre le travail aussi. Mais Ouais. Non, mais je veux dire, le risque du coup que ça se rouvre était présent parce que c'est pas comme si tu avais fait zéro effort, que je veux dire, même si ton bébé fait 3 kilos et quelques, ça reste quand même 3 kilos et quelques à porter quand tu as eu le ventre ouvert, ben on le sait, hein, tu le sens oui. passer quoi, que Ah oui, tu le sens pas, que tu peux pas porter et que oui, porter quelque chose avec les bras, ça sollicite le ventre. Euh, c'est ça. Les petits coups de pied aussi qui font bien ouais, mal. ouais. Mais non, franchement, après la douleur, je pense que même là, quand tu me poses la question, je m'en rends même plus compte de la douleur parce que Hmm. moi, j'ai vraiment voulu, une fois que je suis sortie de la maternité, j'ai vraiment voulu effacer ce moment-là. Ouais. Et Et vous avez réussi à vous réaccrocher quand même à ce souvenir du bain, parce que c'est quand même super ça, d'avoir pu faire ce bain enveloppé à la néonate, non? oui, franchement, moi, Bah, c'est le c'est le souvenir souvenir heureux. qu'on a, voilà, comme il dit Guillaume, le souvenir heureux qu'on a de la mat. Parce que moi, je pouvais pas, c'est vraiment au moment où je commençais seulement à me lever, donc je suis restée assise sur le lit, mais j'ai pu voir ce moment où Guillaume a fait le bain avec. Oui, c'est vrai Et que c'est Guillaume qui a donné le premier bain, et voilà, je les ai vus heureux tous les j'ai deux. participé, mais c'était. Mais j'étais là. Voilà. Et quand le lendemain, elle m'a dit, est-ce que vous voulez donner le bain? Ben, je me suis levée, j'étais pliée en deux, mais voilà, j'étais appuyée sur la baignoire pour donner le bain. Et je pense que c'est le seul moment heureux vraiment qu'on a eu à la mat. Moi, le seul souvenir heureux que je me souviens de la mat. Et après, les autres. Et du coup, alors, Les autres moments un peu, enfin, de bonheur et à la limite de conseils qu'on pourrait donner, c'est qu'il faut pas hésiter à demander aux gens de ne pas venir nous visiter, parce que du Oui. coup, on a enfin pu se reposer en faisant des petites siestes un peu tous les trois après l'accouchement. Parce qu'après 24 heures éveillés avec le stress, tout ce qui s'est passé, c'est le seul effet positif du Covid, c'est que les visites étaient interdites et qu'on a pu se reposer en chambre tous les trois, tu ensemble. veux dire à la maternité? À À la la maternité, maternité. oui. Ouais. Parce que tout le monde me disait on peut venir, mais moi j'étais très contente que finalement personne ne vienne À cause du Covid. à cause du Covid, mais j'étais très contente qu'on puisse se retrouver au moins tous les trois et profiter tous les trois de ce moment-là Plusieurs causes. et se reposer parce que ça a été très éprouvant. Hmm. Et Oui, après, puis la ton intégrité sage-femme, physique aussi, ton intégrité physique, t'as pas forcément envie, tu vois, imagine t'as pas pu te doucher, t'as hyper mal, je sais pas, ta cicatrice elle a saigné.
as envie d'être un peu bien si quelqu'un vient. Enfin, c'est compliqué, quoi. Enfin, je trouve Ah que, oui, à part d'avoir un accouchement physio qui passe hyper bien, que tu aies eu les instruments, que tu aies eu une grosse épisio, que tu aies eu une césarienne, je trouve quand même que c'est quand même mieux d'être enfin, là, c'est le cocon familial des parents et du bébé, quoi. oui, je pense que c'était mieux. Bah, c'est vrai que oui, en plus, il y a des fois où je me réveillais, bah, la césarienne avait coulé, donc Là, j'avais du sang partout. ouais, ouais. Voilà, c'est vrai que j'avais pas forcément envie que tout le monde voit ça, donc non. Tu changes tes draps. Déjà, t'as un peu honte, tu te dis, oh la vache, on a partout, faut tout changer, faut que tu demandes des draps, parce que tu les as pas, t'es pas chez toi, t'as pas un tiroir Oui, pour mettre les draps. c'est Ouais. ça, il faut Et, appeler. et puis, il faut dire aussi que l'équipement post-op, à l'époque, on ne te connaissait pas, Audrey, mais c'est vrai que l'équipement post-op, entre le slip filet, les compresses, les serviettes de maternité et autres, c'est une sacrée aventure, hein. Et alors, Ouais, c'est vraiment adapté et c'est absolument pas douloureux à utiliser, hein. Mm. ouais, C'est c'est sûr. ironique, hein, bien sûr. Oui, non, mais c'est vrai que le filet qui se coince dans les agrafes, c'est juste, Ah, c'est horrible. Ah, puis, c'est mémorable. puis même les compresses qui adhèrent à la cicatrice. Pour les soins, ça a pas... Parce que du coup, Ludivine osait pas et ne voulait pas entendre parler ni de sa cicatrice, ni la toucher pour les soins. Donc, c'est moi qui m'en suis chargé. Donc, que ce soit ben, laver, savonner pour éviter les infections, mettre ben, masser aussi, parce que du coup, j'avais fait la promesse ben, qu'on ferait tout ce qu'il faut pour ne plus l'avoir. Donc, avec une cicatrice, ben, on a utilisé des crèmes cicatrisantes, on a massé le plus possible pour éviter les adhérences, avec Ludivine qui serrait les dents pour, ben, parce que forcément, ça fait un peu mal, même si la sage-femme nous avait montré, Au ben, début, ça fait mal. Au c'est début, des ça fait gestes, voilà, qui sont pas agréables, j'imagine. J'ai pas eu à subir ça, mais je suis, honnêtement, j'aurais jamais pu être à la place de Ludivine et j'aurais jamais pu être à la place de toutes les femmes qui ont pu témoigner sur Wounded Woman. Vous avez une force qui est très incroyable. mal. Ouais, tu m'aimes beaucoup quand tu dis ça, Paul. Parce que, bah déjà, enfin, vous le savez, moi, je suis très touchée par votre parcours et puis Non, mais c'est par- vrai quand on voit, enfin, après, voilà, on va ouais, encore verser dans le dramatique, mais quand on entend les parcours de toutes ces femmes, quand on voit que souvent c'est des femmes également soignantes qui sont en ouais, face et qui font pas forcément preuve d'un quart d'humanité en expliquant, en accueillant les gens, en leur disant bonjour, en se présentant et en ne voyant pas leur patiente autrement, enfin, l'accouchement que Ludivine a eu, j'ai l'impression que ça a été traité comme si c'était un objet. Je veux dire, ouais. on déshumanise le patient et il n'y a pas d'échange et il n'y a pas d'humanité derrière. Et c'est souvent des périodes de souffrance. Et ça demande vraiment beaucoup de courage et de force pour subir ça, et encore plus à celles qui ont dû subir ça seules ou sans soutien. Ouais. Et justement, bon, tu m'avais beaucoup ému parce que oui, euh, je vois que Ludivine, elle a mis son t-shirt We Are Libre et Puissante. Et je voulais te dire tout à l'heure, Warrior, et tu le mérites bien de le porter et de dire super héroïne. Parce que comme on disait avec Ludivine tout à l'heure, le slogan de pas de cicatrice sans super héroïne, c'est pas de dire ah ok, j'ai une cicatrice, je suis une warrior. Non, c'est si tu as une cicatrice, c'est il t'est arrivé quelque chose. Et si on dit super héroïne, c'est parce qu'en fait, tu mets un pied devant l'autre chaque jour, malgré ce que tu as vécu et malgré ta cicatrice physique ou et émotionnelle. Et c'est ça le super-héroïne. Et c'est vrai que moi, je suis toujours très touchée, bien sûr, mais aussi très impressionnée par les parcours de chacune, qui est toujours unique, parce que quelque chose pour quelqu'un qui va être insignifiant va être énorme pour une autre. Et quelque part, c'est un peu malheureux, mais l'accompagnement enfin, est rarement là. Et donc, forcément, c'est des choses qui se traînent super longtemps. Mais je voulais juste revenir sur donc ton accompagnement auprès de Ludivine sur la cicatrice. Combien de temps ça a duré et finalement, est-ce que tu as pu, toi, Ludivine, à un moment donné, regarder où ça en était et te dire, OK, là, je peux regarder mon ventre. Alors, ça a duré Oh non. au moins bien une année, oui. Bien une année où tous les jours, au minimum 2 fois par jour, voire 3 fois quand on avait le temps, à masser la cicatrice avec crème, huile et compagnie. Et non, Ludivine n'a jamais voulu la regarder, ni même voir en photo, voir l'état de cicatrisation. Elle a jamais voulu qu'on puisse suivre cet état-là aussi pour pouvoir bah, juste avoir des supports pour s'il y avait besoin, montrer un professionnel de santé ou autre.
Ouais. Et un jour qu'elle avait frôlé, il y avait plus d'agrafe, mais elle avait frôlé la cicatrice sans faire exprès, ça a été un drame. Donc c'était vraiment, il y avait vraiment un fort impact psychologique et puis des mauvais souvenirs, parce qu'au final, quand on écoute les épisodes du podcast, notamment avec le docteur Harvey de la semaine d'il y a 15 jours, on a eu zéro accompagnement. Au moment de partir, on a eu un papier avec un coup de tampon dessus. On nous a gentiment indiqué l'accueil pour aller régler ce qu'il fallait régler par rapport à l'hôpital. Et on est ressorti comme ça. C'est en discutant avec la sage-femme que Ludivine a demandé son dossier. La sage-femme l'a un peu regardé, lui a dit: Ah, mais vous vous rendez compte, vous êtes resté je sais plus combien d'heures sans la péri, du coup, avant qu'il la repose et tout ça. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas pris conscience sur le moment. Et au final, après, bah là, notre fille va avoir 3 ans et il y a 5 mois, tu as été voir l'ostéo. Bah, il y a un an déjà, la Oui, première fois. première année. La première fois, il y a un an, j'ai été voir une ostéo en lui disant, je ne sais plus m'asseoir, j'ai vraiment très mal, est-ce que vous pouvez m'aider? Finalement, elle s'est rendue compte que j'avais le bassin décalé de 1 cm, que j'avais des adhérences à n'en plus pouvoir au niveau de la cicatrice, parce qu'en fait, la seule chose que mon kiné a fait, et en soi, il a suivi l'ordonnance, c'était la rééducation du périnée. Jamais Ah, on m'a parlé de rééducation de la cicatrice. On m'a pas dit que mon bassin pourrait être décalé, vu qu'ils ont essayé les forceps, forcément ça a tiré, et qu'ils ont dû la retirer dans l'autre sens lors de la césarienne, parce qu'elle était engagée dans le bassin. Donc forcément, bah, le bassin a pris un petit peu. mais t'as poussé aussi, hein. Oui, donc ça a Ah, été très très dur. Elle m'a dit, je ne sais pas comment vous avez fait pendant un an pour marcher avec le bassin comme ça. Elle me dit, je ne sais pas comment vous avez fait. Et elle m'a dit, il faut qu'on travaille votre cicatrice. Est-ce que vous êtes prête? Je lui ai dit, on peut essayer. Donc à chaque fois, voilà, je vais chez l'ostéo, elle essaye un petit peu. Elle touche, elle me demande toujours par contre si elle peut toucher ma cicatrice, parce qu'elle sait que moi j'aime pas ça. Je ne sens toujours rien au niveau de ma cicatrice. C'est un vide. Pour moi, c'est comme s'il y avait un gros vide à ce niveau-là. Et dernièrement, j'y étais il y a un mois. Et elle m'a dit, cette fois-ci, on va travailler les adhérences, mais très profondes. Elle me dit, je pense que c'est pour ça qu'en fait, vous avez tout le temps mal au dos. C'est qu'en fait, elle pense que les adhérences sont descendues jusque dans le dos, dans le bas du dos. Donc, du coup, bah, voilà, je vis avec ça. Parce que maintenant, elles sont tellement profondes que bah, pour les enlever, bah, voilà, je prends vraiment sur moi. Et là, j'ai mal, par contre. Voilà. J'ai pas eu mal après chez moi. Voilà, la douleur, je m'en rappelle pas. Mais là, je me souviens. Et là, par exemple, ce soir, j'ai extrêmement mal à la cicatrice. C'est Voilà, il y a des jours comme ça où j'ai mal. Je me réveille en me disant, ah mince, c'est vrai que j'ai une cicatrice. Et il y a des jours, bah, je la sens pas du tout. Oui, donc c'est vrai que pendant la première année, à part se débrouiller de nous-mêmes, et du coup, moi, avec ma formation, de se dire, bah, on va masser la cicatrice pour éviter qu'elle devienne kéloïde, pour éviter qu'il y ait des adhérences et compagnie, on n'a pas eu de conseils de consultation, de parcours de soins à suivre ou autre. On a dû On pas se s'est débrouillé débrouiller tout seul. avec des comptes comme le tien, avec Mm. un livre. Un sourire en bas du Un ventre. sourire en bas du ventre, Mm. voilà, que Ludivine a lu, que je tenais aussi à lire pour ben, comprendre ce qui s'était passé aussi Mm. pour elle. Parce qu'à ce mm, moment-là, c'était difficile d'en parler. mm. Et voilà, ça a été un sujet qui était Ouais, j'allais compliqué. vous demander comment une fois que vous aviez, voilà, vous avanciez, il y a eu je dirais cette reconnexion entre vous par le soutien sur la cicatrice, mais j'allais vous demander justement si vous arriviez à en parler, parce qu'après le quotidien prend le pas aussi, donc on va pas dire tiens, bah, ce matin on va parler de ça, enfin, ça vient pas comme ça non plus naturellement. Enfin, vous arrivez à en parler à toi peut-être lui dire tiens ça je me souviens plus c'était comment et enfin est-ce que vous arrivez à en parler ou c'est encore difficile? On en parle maintenant plus qu'avant, on en parle. Oui, Parce que bah, grâce à ton compte, à d'autres comptes, comme dit Guillaume au livre aussi, j'ai réussi à mettre des mots, à mettre des images sur ce qui s'était passé, en prenant du recul, en me disant, bon, finalement, on va tous relativement bien. On est en vie, voilà, il y a les cicatrices émotionnelles, mais on est en vie. Mais on en parle entre nous. Moi, personnellement, j'arrive à en parler même à des proches. Voilà, avant, je pouvais pas du tout, je voulais pas en parler à mes proches. Quand on a fait le live avec toi, ma famille a découvert ce qui s'était vraiment passé parce qu'on leur en avait jamais parlé. Donc ma maman m'a envoyé un message en me disant, mais pourquoi tu nous en as jamais parlé? Pour moi, c'était un peu une honte, en fait, de raconter ça.
de raconter tout ce qu'on avait vécu au bloc, ce qui s'était passé, et je voulais pas qu'on me demande de l'aide, je voulais qu'on se débrouille tout seul parce que je voulais pas que quelqu'un d'autre que Guillaume voie ma cicatrice. Et maintenant, bah, finalement, ma maman l'a vu. Moi, a vu ce qui restait parce que finalement, Guillaume a fait un travail remarquable, on la voit pas du tout. On ne sait pas où elle est. Donc, pour moi, voilà, elle est présente au niveau des douleurs, mais physiquement, on la voit plus du tout. Il n'y a plus rien. Donc, elle est dans ma tête, mais sur mon corps, on la voit plus. Mais oui, on en parle. Et j'aimerais bien aussi qu'un jour, notre fille, elle sache pas tous les détails, mais qu'on lui explique pourquoi, parce que elle voit beaucoup de gens autour de nous avec des bébés dans le ventre et elle comprend pas comment ils sont sortis parce que on lui a expliqué, je sais plus pourquoi, une fois, elle m'a donné un coup sans faire exprès. Je lui ai dit, aïe, tu m'as fait mal. Mais elle comprenait pas pourquoi, en fait. Elle m'avait fait mal et j'ai pas voulu lui expliquer à ce moment-là, elle était trop petite. Mais voilà, je pense on lui expliquera un jour ce qui s'est passé et que tout le monde n'accouche pas comme ça. Et avant qu'on on passe aux questions de fin, est-ce que il y a encore un épisode de votre parcours que vous voulez partager, en particulier après les soins de la cicatrice, la nécessité de voir le kiné, l'ostéopathe? C'est vrai que c'est des conseils qu'on donne vraiment qui sont clés, comme tu dis, parce que voilà, les douleurs, des adhérences, ben, on peut pas les deviner, quoi. Faut qu'il y ait un professionnel qui puisse nous dire, ouais, effectivement, vous avez mal parce qu'il y a des adhérences. Euh, Peut-être aussi, je ne sais pas si tu l'as fait, toi, faire une échographie, vérifier si tu n'avais pas des lésions d'endométriose peut-être qui étaient apparues, qui s'appellent les endométrioses pariétales. Je ne sais pas si tu as fait d'autres tentatives pour comprendre tes douleurs. Alors, Ta première sage-femme ici, elle en avait prescrit une, et quand elle s'est présentée à l'imagerie, il m'a dit, ah, mais ça sert à rien de faire une échographie de la cicatrice, on verra rien. J'ai dit oui, mais la sage-femme a demandé à ce que ça soit fait. Et du coup, en fait, il a fait une échographie basique. Et il m'a dit, parce que moi, je suis atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, donc il m'a dit, pour l'instant, vous n'avez plus rien, mais ça peut revenir parce que voilà, ça va, ça vient. Et en effet, bah, là, c'est revenu. Donc, pour l'instant, voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi ça, la cicatrice, plus les ovaires polykystiques Ouais, qui jouent. Mais non, je pense qu'après au bout de 3 ans, maintenant, on arrive enfin, moi, j'arrive à relativiser et à potentiellement envisager de me dire, on pourrait peut-être avoir un deuxième enfant. Mais voilà, ça a pris du temps. Et quand j'étais voir ma sage-femme dernièrement, je lui ai dit, moi, par contre, si j'ai un deuxième enfant, je veux avoir une césarienne. Et elle m'a dit à ce moment-là, non, je pense que vous n'êtes pas prête parce que si vous partez dans ce modèle-là, c'est que dans votre tête, le chemin n'est pas tout à fait terminé. Mais ouais, ouais, parce qu'en fait, tu voulais une césarienne, puis plus, et puis finalement, tu en as quand même eu une. Après, comme on l'a dit quand on a fait l'atelier avec Alix, qui va être en replay d'ailleurs, enfin une partie sera en replay, la partie théorique. Euh, tout se discute parce qu'en fait, ça s'entend aussi que tu préfères, enfin vous préférez avoir une césarienne programmée, et ça c'est un message pour tout le monde, hein, qui se passe bien, plutôt que de vouloir absolument faire une voix basse et où en fait ça peut encore mal se passer quelque part. oui, c'est surtout que ce qu'on a appris aussi avec les examens qui ont été faits ben, quasiment 12 ans après, c'est que finalement, vu le positionnement du bassin, c'est que vu le positionnement du bassin, Erin ne serait jamais ça passée par c'est. voie naturelle. Vu comment Voilà. elle était engagée, La plus tête le était vraiment cordon et coincée compagnie. dedans. Et par contre, 2 ans après, j'ai demandé mon dossier médical à la maternité, après avoir fait un peu de chemin, en me disant, je veux savoir ce qui s'est réellement passé, vu que personne ne nous a jamais vraiment expliqué. Et en recevant mon dossier médical, j'ai vraiment pleuré parce que je me suis rendu compte que bah, toutes ces heures où finalement je hurlais de douleur parce que je sentais des contractions, il s'est passé au moins 3 heures où en fait j'étais dilatée à 10 et on m'a laissé comme ça en me disant, mais madame, ça va passer. Mais en fait, dilatée à 10, ça serait jamais passé, il fallait faire quelque chose. On s'est rendu compte de plein de petites choses comme ça sur le dossier médical, que le gynécologue n'avait même pas rempli le dossier finalement, qu'il y a plein de parties qui sont vides. C'est vraiment un dossier médical finalement qui est à moitié rempli. Et Mm. vous avez fait une lettre à l'hôpital peut-être pour demander aussi, tu sais, bah, de revoir l'hôpital, de pouvoir échanger avec eux, qu'ils puissent peut-être aussi eux expliquer un peu le dossier. Puis bon, enfin, c'est peut-être un peu tard maintenant, mais vous l'avez pas fait, je sais plus. Non, Non. non, on l'avait pas fait. On a vraiment juste demandé le dossier.
Moi, j'ai dû retourner voir le gynécologue pour la césarienne 1 mois après, je crois. Je crois que Oui, c'était 1 mois après. c'est le dernier rendez-vous qui a été fait et on n'a pas eu Mm. plus d'accompagnement. Et on s'est retrouvé sans, à part s'occuper de la cicatrice, on s'est retrouvé sans forcément connaître la feuille de route ni savoir ce qu'on pouvait. Après, on aurait pu se renseigner par nous-mêmes, mais enfin voilà, à l'époque, on accueille un nouvel enfant, on accueille un enfant, notre premier enfant. Mm. On a la cicatrice à gérer, on est encore un peu sous le choc, un peu sous l'émotion de ce qui s'est passé, on n'a pas cherché plus loin. Et du coup, on a fait avec ce qu'on savait, avec ce qu'on pouvait, jusqu'à il y a 2 ans, là, avec les consultations chez l'ostéo. Hmm. Non, c'est sûr. Et du coup, mais c'est pour ça que justement, on veut faire toute cette enquête et tout ce livre blanc pour avoir le max de données et pouvoir dire, OK, on va faire un parcours de soins parce qu'il faut absolument tel et tel rendez-vous, parce qu'il faut absolument proposer telle et telle consultation, kiné, ostéo, psychologue, enfin, bref. Mais ouais, c'est hyper important de le dire. Et je voulais vous demander justement pour dans les questions de fin d'épisode. Est-ce que vous avez justement des conseils? Alors, vous en avez déjà donné quelques-uns, mais est-ce qu'il y a des conseils clés que, voilà, que vous vouliez partager avec celles et ceux qui nous écoutent? Peut-être, bon, peut-être juste les femmes ou les couples. Est-ce que vous avez des conseils que vous voulez partager? Après, le premier conseil, enfin, on connaissait ton compte d'avant, mais c'est vrai qu'on a eu la chance, entre guillemets, d'assister à la naissance de tes produits aussi. Et lorsque j'ai découvert les fameuses culottes Wounded Woman et tout ça, j'ai demandé à Ludivine si elle pensait que ça pourrait l'aider au quotidien et la soulager. Parce que c'était toujours douloureux, parce que ce qui existe dans le commerce, c'est très mal taillé, pas très adapté, et puis c'est surtout adapté à ce que la société fait de l'image des femmes. Voilà. Hmm. Donc, et on s'est dit, pourquoi pas. Donc, j'avais commandé un modèle, et ça a été un premier changement, je pense, Mm. parce que quand tu as essayé, je pense que tu as été. C'était magique. Ah, vous l'avez jamais dit comme ça. C'était magique. Non, mais c'était vraiment magique. C'était. C'est vrai que c'était souvent que avant de commander cette culotte Wonder Woman, c'était souvent que je ramenais des paquets de compresses pour mettre entre la cicatrice et le sous-vêtement ou le jean, parce que même si c'était cicatrisé, il y a des journées où c'était douloureux. Et c'est vrai que du coup, c'est souvent que le divine me dit, ah bah tiens, est-ce qu'elles sont sèches, que je puisse avoir une belle journée, ou on sait que quand on a une longue journée de prévue ou quelque chose comme ça, c'est vrai que c'est un des sous-vêtements qui part en premier dans la valise, quoi. Ouais. C'est vrai que Non, ça, enfin, pour l'avoir vu et entendu, du coup, c'est vrai que ça a changé le quotidien. Ça évite de bricoler avec des compresses et toujours plus d'ingéniosité pour éviter que la compresse ne glisse, que ça continue de frotter sur une cicatrice qui est cicatrisée mais qui reste douloureuse. Ouais, puis c'est vrai que les compresses, en plus, ça peut assécher, ça va frotter au final parce que ça bouge. ouais. Mais C'est ça me souvent fait beaucoup. qu'on a dû retraiter après pour des problèmes de rougeur, d'irritation et des choses comme Ah oui, ça à cause ah oui, de. Ouais. ah oui, c'est Voilà. sûr. Donc, Ah bah ça me touche beaucoup, vous me faites des frissons, vous m'aviez jamais fait des frissons comme ça. Merci pour votre retour et je suis très touchée parce que c'est pour ça que je l'ai créé parce que tu te rends compte, il n'existait rien d'adapté jusqu'à ce qu'on puisse les sortir, c'était impensable, impensable pour notre liberté au quotidien, pour notre vie de tous les jours. Et oui, Wonder Woman, ça a toujours été des conseils et une communauté d'échange, ça sera toujours. Mais c'était important aussi d'avoir de l'action et dans l'action de pouvoir nous soulager. Et Ouais. c'est vrai que je suis très heureuse de votre retour. Et merci, merci beaucoup de me le partager comme ça. Je ne savais pas que vous alliez parler de ça. Merci. non, mais, et un des Ouais. premiers. J'ai demandé Ludivine en mariage l'année dernière et une des premières choses, premiers réflexes que j'ai eu, c'était de commander la couleur rose poudrée, oui, en me disant que ça pourrait aller avec la robe et que ça serait. Voilà, comme on disait, les grosses journées, on sait que c'est le sous-vêtement qui doit aller parce que même après bientôt 3 ans, c'est une zone qui reste douloureuse et qui n'a pas trouvé d'autres accessoires adaptés. Après, moi, si j'ai un conseil à donner, que je n'ai pas appliqué pour moi finalement, mais qu'avec le recul, je me dis finalement, on aurait peut-être appliqué ça, c'est d'en parler et de demander
ce qui se passe. Mm. Parce que moi, à la maternité, j'ai jamais osé demander ce qui se passait parce que je me suis dit, bah, s'ils me le disent pas, c'est que c'est peut-être pas important. Mais finalement, faut pas hésiter à poser des questions parce que après, ça reste en suspens. Moi, c'est resté en suspens pendant 2 ans dans ma tête avant que je puisse réagir et faire quelque chose en me disant, non, tout ce qui s'est passé, c'est pas normal et il faut que tu poses des questions. Et je pense que si on avait posé ces questions-là à la maternité, moi, en tout cas, j'aurais pas pris autant de temps à me dire, bon, bah, c'est bon, on peut passer au-dessus, on peut avancer un petit peu. Voilà, parce que maintenant, je le vois quand les gens me disent, est-ce qu'on peut garder Erin une nuit? Non, je veux pas parce qu'en fait, j'arrive pas à me séparer d'elle. Mm. Pour moi, faut qu'elle soit toujours dans un périmètre autour de moi, pas trop trop loin, pour que je puisse, s'il y a un problème, réagir. Ouais, c'est l'hypervigilance. Et Mm, ouais, je sais, c'est difficile ça. C'est mm. difficile. Mm, mm, mm. Mais en te faisant confiance et en lui faisant confiance, ça va arriver petit à petit. Il faut juste être prête. Mais je te comprends totalement et je pense que toutes les femmes vont te comprendre parce que souvent, surtout sur les césariennes d'urgence, bon, après il y a des accouchements qui se passent mal, hein, bien sûr, voix basse aussi, mais c'est vrai que sur la césarienne d'urgence, je pense qu'on vit tout un peu cette hypervigilance qui fait que même à 3 ans, c'est dur de laisser son enfant une nuit entière. C'est Ouais, c'est dur. Mm. Mais est-ce qu'il y a... Bah, déjà, merci pour tout ça. Est-ce qu'il y a un message de fin que vous voulez faire passer sur bah, voilà, tout votre parcours de résilience en couple, ta résilience à toi? Est-ce qu'il y a un dernier message que vous voulez faire passer? Bah, pas spécialement que finalement, on s'en sort, mais à deux. Malgré le Covid, on a réussi à s'en sortir à deux, bah, maintenant à trois. On avance tous les trois et qu'on s'en est sortis. Voilà, il faut savoir faire confiance aussi à son conjoint. Il est là pour nous aider et pas hésiter à lui demander de l'aide. C'est important de ne pas rester seul et de profiter de toutes ces belles communautés. C'est vrai qu'on échange tous les jours, ou presque tous les jours. Et puis même tous les outils, tous les témoignages que tu mets à disposition, c'est vrai que ça permet de relativiser, ça permet de se dire que on peut s'engager dans une voie pour cicatriser, essayer de prendre du recul et tout ça, et de faire ce cheminement petit à petit pour pas réparer les choses puisque le temps est passé voilà, ce qui est fait restera comme ça, mais pour comprendre, pour digérer et pour avancer. Ouais. Bah, je vous remercie beaucoup. Je suis très émue, pardon. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance, pour bah, voilà, d'avoir partagé votre parcours à tous les deux. C'est la première fois que bon, on avait fait le live ensemble et c'était vachement bien. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment votre moment à vous, pour votre histoire. Et je vous remercie beaucoup pour votre partage, votre confiance et puis même votre transparence. Heu et heu et puis même pour nos échanges au quotidien et puis votre confiance en général, pas juste pour, l'épisode, c'est très important pour moi. C'est l'ADN même de tout ce que je fais et voilà et moi j'étais très heureuse quand vous m'avez dit que vous alliez vous marier, très, très heureuse pour vous. C'est super parce que ça va faire un moment de fête et ça, c'est bien, on en a besoin et puis, bah, je suis heureuse aussi que voilà, tout ce que je fais puisse vous aider au quotidien. C'est la raison même pour laquelle je me lève le matin et, euh, et pour laquelle j'arrive à être debout même quand je dors pas. Non, mais c'est vrai parce que je sais que ça vous soulage et puis quelque part, ça va encore beaucoup m'émouvoir, mais chaque fois que vous m'envoyez, vous ou une autre femme, me dire que ce que je fais peut la soulager, bah, moi, ça me répare aussi moi un peu. Et ça, c'est important. Donc voilà. Surtout, merci à toi, parce Ouais. que tout ce que tu fais, c'est quelque chose qui manque au paysage des professionnels de santé. Enfin, c'est un trou béant. Et pour beaucoup de femmes, je pense, quand on voit les témoignages et les mots qui sont partagés au quotidien sur ton compte ou qu'on peut lire ailleurs, et c'est quelque chose de béant et que tu essaies de combler. Et c'est vrai on voit que la partie émergée de tout ce que tu fais. Mais quand on entend tes échanges avec les professionnels de santé et tout ce que tu fais, enfin, il y a tellement de choses à faire, mais tu as réussi à mettre en marche quelque chose et le changement s'amorce et ça sera pour de plus beaux moments, pour que ces moments-là soient meilleurs pour les prochains et pour les autres. Pour nos filles. Ouais, pour me finir. Ouais. Non, avant nos filles, quand même. Oui, pas tout de suite, pas tout de suite.
Bah, merci beaucoup. Merci pour votre confiance. Merci pour tous vos mots. Euh, Si on veut vous écrire, très important, s'il y a des personnes qui veulent réagir suite à l'épisode, vous écrire, où est-ce que vous voulez, ouais, où est-ce que vous voulez qu'ils vous contactent, ou si vous voulez pas être contacté, vous avez le droit aussi. Non, bah si, moi sur mon compte Instagram, il n'y a Oui, pas pareil. de... Ça marche, je mettrai ton compte. Et écoute, merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup Merci à toi. pour votre confiance encore. Je crois que j'ai dit 150 fois. Euh, je vous dis belle nuit parce qu'on a enregistré ça le soir, parce qu'on a des enfants et qu'on bosse la journée. Donc merci beaucoup. Je vous dis belle nuit et puis j'espère que vous allez dormir soulagés. Et puis j'ai hâte, il va être monté et je pense qu'on pourra vous retrouver la semaine prochaine, normalement, si tout va bien. D'accord. Voilà. Très belle nuit Merci à vous. beaucoup à toi pour tout ce que tu fais encore. Mm. Merci beaucoup, je vous embrasse. Merci. Au revoir Audrey. Au revoir. Merci Ludivine et Guillaume pour votre confiance. Merci pour votre courage. J'espère et je suis sûre que cela apportera du baume au cœur à beaucoup de couples. Merci à vous pour votre écoute et à très vite. Tu le sais peut-être, mais Wounded Women écrit un livre, le premier livre illustré sur la césarienne. Si tu veux participer à l'écriture de ce livre, comme le font déjà une petite centaine de femmes de la communauté de Wounded Women, alors n'hésite pas à t'abonner à la newsletter, parce que je vais de nouveau refaire un appel aux différents témoignages qui viendront étoffer ce livre, qui sera là pour soulager les femmes, les outiller en termes de conseils avec nos professionnels de santé, qu'elles se sentent moins seules et surtout qu'il soit agréable à lire grâce à nos dessins qui vous représenteront. Alors si cela t'intéresse, si tu veux faire partie de cette aventure, écris-moi et inscris-toi à la newsletter. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et merci de l'avoir écouté jusqu'ici. Si vous souhaitez témoigner vous-même ou suggérer le témoignage d'une femme résiliente que vous connaissez, contactez-moi sur Instagram Wounded Women officiel ou sur LinkedIn à mon profil Audrey Bouillet. Si vous aussi, vous pensez que ce sujet doit être porté haut et fort et connu de tous, alors mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Cela aidera le podcast à se faire connaître et donc aux femmes de trouver des réponses et à se sentir moins seules. N'oubliez pas que vous êtes fortes et capables. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et pour ne rien rater des astuces, conseils et témoignages à venir, abonnez-vous.